Voilà, je vais laisser la parole à Yann. Donc, nous allons, avec Yann, parcourir les différentes filières d'élevage, l'aquaculture, bien sûr. Nous allons faire aussi des petits focus sur les grandes cultures et des points importants sur la réglementation, les homologations. Et bien sûr, Yann va vous donner tous les conseils nécessaires au niveau de la stratégie et les opportunités pour les produits, les services bretons au Canada. C'est pas très bien. Parfait, merci Isabelle, bonjour à tous. Alors, il y a quelque chose qui est bizarre, c'est que... Est-ce que vous voyez mon écran, c'est bon? Oui. Ok, très bien. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je le vois plus comme il faut, comme tout à l'heure. Ça marche plus comme quand on a fait les tests, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Très bien. Bah, écoutez, déjà, premièrement, je me présente peut-être rapidement. Hein, donc, Yann Jadis, associé fondateur de la société Adexia. Donc, Adexia, on est une structure canadienne. Nous avons 2 bureaux, un à Montréal et un à Toronto, dans lequel je suis. Alors, comme mon prénom pourrait l'indiquer, je ne suis pas breton, mais c'est suite au voyage de noces de mes parents en Bretagne qu'ils ont choisi le prénom Yann. Donc, mon histoire entre la Bretagne et le Canada a commencé très tôt. Donc, c'est ça, mais comme le disait Isabelle, je vais vous parler un petit peu aujourd'hui du secteur de l'agriculture au Canada. En termes de fonctionnement, je répète peut-être ce qu'a dit Isabelle, mais la présentation est assez segmentée, donc ce que je vous propose, c'est de poser vos questions au fil de l'eau, peut-être soit dans le chat, soit en levant la main. Et puis, vu qu'on est vraiment pas beaucoup, on peut même activer les micros de tout le monde. Donc, n'hésitez pas à nous interrompre, enfin, en tout cas, à m'interrompre ou à poser vos questions au fil de l'eau. Voilà. Donc, écoutez, sans plus attendre, je commence. Donc, hein, comme je l'ai expliqué, je vais faire une petite présentation générale du pays, un point sanitaire. Ensuite, on fera des zooms par sous-secteur. Et puis, on finira sur quelques conseils sur comment aborder correctement le marché canadien. Alors, je commence toujours mes présentations sur le Canada et sur l'agriculture en particulier par une carte. Parce que le Canada étant un grand pays, il faut que vous compreniez deux choses et deux impacts forts que la structure du pays a pour tout projet de développement. Premièrement, c'est un État fédéral qui est divisé en provinces. Et au Canada, les compétences sont parfois fédérales, parfois provinciales, parfois hybrides. Et ça explique beaucoup le fait que dans le domaine de l'agriculture en particulier, on retrouve des secteurs qui sont très forts dans certaines provinces et beaucoup moins forts dans l'autre. Donc il y a aussi des spécificités liées au climat, aux qualités des sols, etc. Mais c'est aussi très lié à la façon dont chaque province a développé son secteur en agriculture. Vous allez entendre pendant cette présentation une notion de far from market et in market. Et en fait, ce que j'entends par ces deux termes qui sont importants, c'est de dire est-ce que l'activité agricole est proche des grands centres urbains, hein, les grands centres urbains qu'on retrouve notamment au Québec, autour de Montréal, Québec City, beaucoup en Ontario, autour de Toronto, Ottawa, et puis dans des mesures un peu moindres, Calgary et Vancouver. Mais il faut que vous compreniez qu'une grosse partie de la population est concentrée sur cette zone. Donc, quelques chiffres, hein, le Canada reste un petit pays, 38 millions d'habitants. Comme j'ai expliqué, 61% de la population est concentrée sur deux provinces, l'Ontario et le Québec. Un acteur quand même important à l'échelle mondiale, hein, puisque le Canada est la 10e puissance économique malgré sa faible population. Comme je vous l'ai expliqué, un État fédéral qui est constitué de 10 provinces et 3 territoires. Alors,
En termes de compétences, hein, sur l'agriculture en particulier, l'agriculture fait partie de ces secteurs d'activité avec une compétence mixte ou hybride entre le fédéral et le provincial. Pour faire simple, les provinces gèrent les programmes, le fédéral finance les programmes, qui sont tous les programmes de développement agricole. La monnaie, on utilise le dollar canadien qui est en ce moment fort par rapport à l'euro, ou peut-être plutôt que c'est l'euro qui est faible en ce moment par rapport aux autres devises. On est là au mois de mars à un taux de change de 1,38. On est plutôt en moyenne habituellement à 1,45, entre 1,45 et 1,50, ce qui veut dire qu'en ce moment, vos produits ou solutions sont un peu moins chers pour le marché canadien. Le taux de chômage, j'en parle parce que le taux de chômage est structurellement assez bas au Canada. Avant le Covid, on était sur le Québec, par exemple, à 4,6%, donc c'est quasiment du chômage structurel. Et j'en parle parce que ça a un impact fort sur la main-d'œuvre, et vous verrez plus tard dans la présentation que le secteur agricole est pas mal touché, que des programmes ont été mis en place pour attirer de la main-d'œuvre étrangère et notamment de la zone Caraïbe. Donc c'est un vrai sujet au Canada, cette difficulté, ou en tout cas limitation de disponibilité de la main-d'œuvre. Comme vous le savez sans doute, il y a deux langues officielles, l'anglais et le français. C'est deux langues que vous devez intégrer systématiquement dans tout ce que vous proposez, c'est-à-dire si vous avez des interfaces parce que vous êtes sur des agritech, si vous avez des notices ou un étiquetage sur vos produits, enfin peu importe la situation, le français et l'anglais sont quasi obligatoires sur le Canada. Le Canada est en système métrique depuis 91, je crois. Sauf qu'il y a plein de secteurs d'activité, et l'agriculture en particulier, où tout est exprimé encore en impérial. Souvent, vous allez avoir des notions de surface qui vont être plutôt exprimées dans le système impérial, le poids est dans le système impérial, et ce qui est systématiquement dans le système impérial, c'est les dimensions. Si par exemple vous parlez de la dimension des champs, la dimension de vos équipements. Donc, et ça fait partie des choses qu'on reprendra tout à l'heure, mais en termes d'adaptation pour le marché, adaptation marketing, s'il vous plaît, intégrez bien ça. Et c'est intéressant d'avoir à chaque fois l'équivalence entre le métrique et l'impérial dans vos documents commerciaux, documents marketing. Ça a un autre impact pour les gens qui font du matériel et qui auront besoin, par exemple, de pièces de rechange. C'est qu'au-delà de la simple conversion mathématique entre l'impérial et le métrique, c'est que, par exemple, vous allez retrouver, alors je prends un exemple simple, mais si vous avez besoin d'acheter de l'acier pour faire des pièces, pour faire n'importe quoi au Canada, vous allez retrouver des pièces en acier qui vont être exprimées en pouces, en huitièmes de pouce. Et ça veut dire, par exemple, que si vous avez développé quelque chose, une solution avec de l'ingénierie derrière, où il y a, par exemple, un problème de structure, si on parle d'un bâtiment, et que tous les calculs d'ingénierie ont été faits avec 5 mm d'épaisseur d'acier, vous ne retrouverez pas ici un acier qui fait 5 mm. Vous allez retrouver des aciers qui font 5.1, 5.2, 4.8. Donc, en tout cas, et ça aussi à l'esprit, c'est que ce n'est pas simplement une conversion mathématique, c'est que c'est aussi une disponibilité du matériel dans des tailles qui sont des tailles standards en Amérique du Nord, et qui sont donc des chiffres ronds sur des pouces ou des pieds. Deux mots sur la ECG. Donc en 2017, il y a un accord de libre-échange qui a été signé entre le Canada et l'Union européenne. L'idée et la volonté, c'était de faire disparaître l'ensemble des taxes douanières. La réalité, c'est qu'il y a encore pas mal d'exceptions. Le secteur agricole est touché, notamment par exemple sur tous les produits laitiers, sur les produits carnés, où il y a un certain nombre soit de quotas, soit de réglementations, soit de taxes à l'entrée. Donc la ECG, oui, mais
il n'y a pas de franchise de douane sur l'ensemble des produits. Et puis, il y a aussi quand même, reste un certain nombre de problématiques sur ce qui est non tarifaire, qui sont par exemple des normes, des standards, des reconnaissances. Si par exemple vous avez des structures où vous avez besoin de signer des plans d'ingénierie, vous ne pourrez pas les signer au Canada sans avoir un ingénieur canadien qui les supervise et qui les signe pour vous. Si on parle par exemple sur les véhicules, l'équivalent des mines canadiens va vous demander un certain nombre d'adaptations pour véhicules, en particulier ceux qui doivent être sur la route. Ça s'applique peu ou pas au matériel roulant agricole. Peu ou pas au matériel roulant agricole que tu dis, Yann? Oui, effectivement. Si le matériel est destiné vraiment à être en champ, on n'a pas besoin de... C'est simple. Si par exemple, par contre, ce sont des remorques qui ont vocation à transporter du grain, par exemple, d'une ferme à l'autre, là, c'est considéré comme du matériel roulant non agricole, en tout cas qui passe la plupart de son temps sur la route, et là, il va falloir avoir des démarches particulières. Un petit point, l'incontournable, le Covid-19. Bon, la santé au Canada est de compétence provinciale, donc chaque province a géré le Covid un peu différemment, avec des levées de confinement, de port du masque, de vaccination qui ont eu chaque province a eu son propre agenda. Enfin, peu importe, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que depuis lundi, depuis le 27 avril, donc depuis avant-hier, on a levé les obligations d'avoir des masques dans les lieux publics, sauf dans les lieux dits sensibles, donc on parle notamment des hôpitaux et des transports en commun. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que maintenant, vous pouvez rentrer au Canada à partir du 1er avril sans test au départ. Il suffit d'être vacciné. Alors, la définition de vacciné au Canada, c'est qu'il faut avoir 2 doses. Et il reste encore parfois des tests aléatoires à l'arrivée, mais qui n'imposent pas de quarantaine, sauf à ce que le résultat soit positif, bien entendu. Mais en attendant les résultats, on n'a pas de quarantaine. Donc au 1er avril, ça sera complètement allégé. Et s'il vous plaît, retenez qu'il y a une app qui s'appelle ArriveCan et qu'il faut remplir et suivre les procédures qui sont décrites dans cette app pour pouvoir rentrer facilement. En fait, c'est même pas pour rentrer facilement, c'est que c'est indispensable de le renseigner correctement pour pouvoir rentrer au Canada. Donc voilà, donc toutes les mesures sont en train de complètement s'alléger. Au 1er avril, voyager au Canada sera de nouveau simple pour les gens vaccinés. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, alors peut-être avant que je rentre justement dans le vif du sujet, est-ce qu'il y a déjà peut-être des questions, commentaires? Je ne vois pas. Okay. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à lever la main. La façon dont je partage mon écran, Isabelle, je ne suis pas sûr de voir s'il y a une question, une main qui se lève, donc je te laisserai gérer cet aspect-là. Oui, d'accord. Très bien. Merci. Donc, le Canada, c'est un acteur important du domaine agricole, 5e plus grand exportateur agricole au monde, 270 000 emplois, 194 000 exploitations agricoles, 69 millions d'hectares cultivés. Je me suis amusé à regarder un petit peu ce que ça représentait par rapport à la superficie totale de la France. La France en tant que pays fait 54 millions d'hectares, donc la partie cultivée du Canada est plus grande que la France dans sa globalité. Une concentration alors, je reprends un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure et l'importance de l'aspect géographique. C'est que l'agriculture est vraiment concentrée sur 4 provinces, le Québec, l'Ontario et ce qu'on appelle les prairies, donc qui sont les 2 provinces centrales du Manitoba et du Saskatchewan. On reverra tout à l'heure avec des typologies très différentes, mais c'est sur ces 4 provinces que se concentre une grande partie de l'agriculture. Une mutation des exploitations, donc la taille moyenne a doublé sur ces 50 dernières années et je crois un peu comme partout dans le monde, pas mal de regroupements, pas mal de mise en place de nouvelles technologies qui ont favorisé ces regroupements où on passe
Alors même s'il y en a encore beaucoup, mais on passe un peu de la ferme familiale à des structures un peu plus corporatives. Et puis vous voyez que 10% des plus grandes exploitations sont responsables de 2/3 de l'ensemble des revenus. Donc on est quand même sur, et en particulier sur la partie des prairies, sur des grandes exploitations agricoles. Alors je reviens sur mes cartes, mais simplement vous voyez que province par province, les forces de chaque province sont très différentes. Donc à l'ouest, Colombie-Britannique, les produits laitiers, les légumes, la floriculture. Alors, on a en Colombie-Britannique un climat qui est plutôt océanique et donc qui favorise bien entendu tout ce qui est floriculture, pépinière, légumes. L'Alberta, l'Alberta qui est connu pour l'élevage de bovins, pour ses ranchs. Saskatchewan, Manitoba, donc là c'est vraiment, on retrouve les grandes cultures. Le Manitoba, et j'y reviendrai, avec une activité porc qui est relativement nouvelle, mais qui est très, très forte, très grandissante. Donc, on va dire que Manitoba, Saskatchewan, c'est ce qu'on va appeler les provinces far to market, qui sont un peu plus éloignées des grands centres urbains et de la population. Et puis, le Québec et l'Ontario, qui sont beaucoup plus proches du marché, et là où on retrouve la production laitière, légumes, porc, volaille et le soja. Soja, pardon, en français. Donc voilà. Et puis après, les provinces qu'on appelle maritimes, qui est tout cet ensemble de provinces qui sont à ce stade-ci probablement pas les provinces par lesquelles il faut commencer, donc je m'attarderai un peu moins là-dessus. Alors très rapidement, dans les grandes lignes, la production animale, 27 milliards de chiffre d'affaires de revenus, 78 000 exploitations. Et puis c'est le troisième point qui est extrêmement important, c'est qu'il y a au Canada ce qu'on appelle des secteurs qui sont sous gestion de l'offre. Et ça veut dire quoi? Donc, alors déjà, pour commencer, on parle de quoi? On parle des poulets, dindons, œufs d'incubation de poulets à chair et vaches laitières. Et ça veut dire quoi? Les productions sous gestion de l'offre, ce sont des productions pour lesquelles il y a des quotas et des prix de rachat garantis par le gouvernement. Donc ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui a une activité de vache laitière et qui produit du lait, il est limité dans ce qu'il peut produire, mais par contre, il a un prix de rachat garanti. Ces prix d'achat garantis sont assez généreux, ce qui fait qu'acheter des produits laitiers au Canada est très cher. Le lait canadien est un des laits les plus chers au monde. Donc on a des fermes laitières qui sont relativement confortables financièrement, qui ont des capacités d'investissement intéressantes, mais voilà, ils sont dictés par ça, ainsi que les autres que je cite ici. Production végétale, alors on voit production animale, grande culture, en termes de revenus, c'est à peu près équivalent. C'est à peu près équivalent aussi en termes de nombre d'exploitations. Les grandes cultures, blé, avoine, orge, 14 millions d'hectares cultivés, 46 millions de tonnes produites. Le Canada est le premier exportateur mondial de blé, blé dur et avoine, exporte dans à peu près 70 pays. Et puis j'ai distingué l'horticulture avec des revenus d'à peu près 7 milliards pour à peu près 20 000 exploitations. Alors, avant que je rentre dans les zooms par sous-secteur, est-ce qu'il y a déjà des questions ou des commentaires? Ne soyez pas timide, on est en petit comité, donc n'hésitez pas. Non, j'avais lu récemment dans la presse justement que le prix du lait avait pris 8,4%, pour compenser la hausse des coûts de production et pour maintenir justement des revenus à peu près
égaux aux producteurs par rapport à l'année précédente. Oui, bah c'est ça, effectivement. Grâce à ce système, en fait, ils garantissent la marge, hein. Au final, c'est ça qu'ils garantissent, hein, c'est la marge des producteurs. Donc, cette marge est garantie. En ce moment, je pense que c'est le cas pour tout le monde, partout dans le monde, le coût des intrants augmente. Donc, bah, c'est ça, ils compensent en augmentant le prix du lait. Pour les consommateurs que je suis, on le sent, hein, effectivement. Et on s'étonne toujours un petit peu de dire, mais comment ça se fait que les fromages canadiens, les fromages québécois, alors qu'ils n'ont pas de taxes par rapport aux produits importés d'Europe, arrivent à peine à être compétitifs par rapport aux produits importés, mais c'est parce qu'eux achètent leur lait très cher. D'accord. Alors, commence par le secteur bovin, bovin de boucherie. Donc, il y a à peu près 60 000 fermes et ranchs au Canada. Alors, j'insiste un peu sur cette notion de ranch parce qu'en réalité, beaucoup de bovins de boucherie sont élevés en Alberta, hein. L'Alberta, c'est à peu près 40% du cheptel canadien. Et donc, on est vraiment sur un modèle de ranch un peu comme à l'américaine, un peu comme au Texas. On retrouve des structures qui ressemblent beaucoup. Juste pour vous donner un peu une idée, parce que je pense que ça illustre bien, il y a chaque année, au mois de juin, en Alberta et à Calgary en particulier, un événement qui s'appelle le Stampede. Et le Stampede, c'est le plus gros festival cow-boy en Amérique du Nord, où on retrouve rodéo, course de carriole, course de bœuf, enfin tout ce qu'on peut imaginer qui est dans ce monde-là du cow-boy. Et c'est une vraie institution. Il y a des gens qui viennent de partout en Amérique du Nord pour participer à cet événement. Et là, enfin, ça fait vraiment ressortir cette culture du ranch de l'Alberta. Et à tel point, c'était assez amusant que enfin, quelques jours avant le Stampede, en 2021, alors que tout le monde était en lockdown au Canada, le Covid a disparu pour qu'on puisse permettre la tenue sans aucun problème du Stampede. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est fort et qu'il y a des lobbies assez puissants là derrière. Et Quelques chiffres, ce hein, sont des propriétaires, excuse-moi Yann, ce sont des propriétaires privés pour les ranchs ou ce sont des... oui, oui, surtout, enfin, et justement, effectivement, quand tu regardes un peu la taille des élevages, hein, on a ces 169 bovins par ferme, donc ça reste quand même relativement raisonnable en termes de taille. Alors avec un peu l'Alberta, avec des exploitations plus importantes, hein, 255 têtes par exploitation, à l'opposé, on a juste 74 en Ontario. Mais effectivement, ce sont des assez gros ranchs qu'on retrouve à la fois dans les prairies, province centrale et l'Alberta. Ce chiffre aussi est assez intéressant, hein, 4% des fermes ont 29% des bovins. Donc voilà. Avec des races bien particulières, j'imagine, ou non, Alors, on va l'évoquer. je ne sais pas te répondre avec précision à ça. Je sais Mais... pas. Il y a ce qu'on appelle le bœuf Angus. Angus, hein, c'est ça, hein, ouais. En Genre, majorité, c'est cette race-là qui ouais, prédomine. c'est clairement l'Angus qui prédomine avec des grades de viande, enfin, ou des qualités. Donc, généralement, quand on veut acheter un bon steak, on achète un Angus triple A élevé au Canada lorsqu'on veut se faire plaisir avec des gros steaks sur le barbecue. Euh, donc voilà. Les vaches laitières, bon, j'ai commencé à toucher un peu ce sujet-là, mais donc l'élevage, c'est à peu près 1,5 million de vaches laitières au Canada, production annuelle de 93 millions d'hectolitres, troupeau moyen de 97 vaches. Donc, à peu près 10 000 fermes laitières au Canada. Les fermes laitières sont très concentrées, encore une fois, sur le Québec et l'Ontario. Et encore une fois, parce que c'est là où est la population, donc on est sur des produits qui ont besoin d'être proches du marché.
Donc, on se retrouve avec la concentration des fermes laitières sur ces deux provinces. Le Québec et l'Ontario, c'est 80% de production du lait. C'est assez clair. Et puis, 98% des fermes laitières au Canada sont de propriété familiale. Alors, je ne suis pas capable de répondre à ta question avec précisément sur les vaches le bœuf de boucherie, mais sur les vaches laitières, c'est clairement encore des fermes familiales. Et pourquoi est-ce que ce sont encore des fermes familiales? Ça vient encore une fois de la gestion de l'offre, de fait que ce soit des fermes familiales qui aient obtenu ces quotas de production de lait, et les gens ne sont pas prêts à le céder parce que c'est un peu comme pré-Uber, un peu comme une licence de taxi à Paris, ça se passe de génération en génération et ça coûte cher. Ah oui, d'accord. Donc voilà, donc on a déjà parlé du lait garanti. Sur le domaine bovin, vache laitière, bœuf de boucherie, commentaires, questions? Je ne vois pas. Sur le domaine du porc, alors le Canada est une des places très fortes du porc mondial. 14 millions de porcs élevés au Canada, 1,2 million dont 1,2 million de truies. Le porc est concentré encore une fois sur, on va dire, 3 provinces, Québec et Ontario, et peut-être un peu plus récemment, historiquement, au Manitoba, avec une différence notable, c'est que la taille des élevages au Manitoba est beaucoup plus important qu'au Québec et en Ontario. Donc Québec et Ontario, on retrouve un peu plus cette typologie de ferme familiale. Au Manitoba, en fait, on retrouve des fermes un peu plus corporatives. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à un moment donné, au Manitoba, il y a eu un surplus de production de céréales, de grains. Et en fait, ils se sont demandé quoi faire avec ça. Et ils ont dit, ben, on va commencer à mettre en place des gros élevages de porcs pour écouler une partie de cette surproduction céréalière. Et donc, c'est comme ça que c'est venu. Et puis, ça a apporté un tas de bénéfices, bien entendu. Le premier, c'est que ben, la population est faible, donc on se retrouve rapidement éloigné des centres urbains. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de problème d'épandage des lisiers. Vu qu'il y a des grandes cultures, le lisier, en fait, il en manque même quasiment parce qu'il y a besoin d'alimenter les sols. Donc on a un certain nombre d'avantages et je pense que ces grands élevages en Manitoba vont continuer à se développer. Après, on se retrouve avec d'autres problématiques qui sont disponibilité de la main-d'œuvre, qui sont proximité des abattoirs, disponibilité des gens dans les abattoirs, mais en tout cas en termes de logique purement géographique, ça a du sens de continuer à faire de l'élevage de porc au Manitoba. Alors, quelque chose qui est important, et je l'ai noté sous Flash Info, il y avait beaucoup de projets de construction de nouvelles étables, de nouvelles porcheries, excusez-moi, de nouvelles porcheries au Canada et au Québec en particulier. Au Québec, il faut savoir qu'on était sur un rythme d'à peu près 100 nouveaux bâtiments par an. Et ça a été dicté par deux choses, et je reviendrai tout à l'heure un peu dessus, mais notamment sur un transfert dicté par le bien-être animal, hein, sur des porcheries avec des schémas un peu différents, avec des espaces plus ouverts, avec des truies en semi-liberté, ou en tout cas capables d'avoir une activité sociale plutôt que d'être parqués dans des enclos individuels, etc., etc. Et donc les bâtiments étaient trop vieux, pas adaptés pour être remis aux normes, et donc il y a eu pas mal de projets, il y avait un tas de projets de ce nouveau bâtiment. Ce qui est très nouveau, et ça date depuis peut-être une quinzaine de jours maintenant, le Canada, qui était un très gros exportateur de porc, hein, je crois que c'est le 3e exportateur mondial de porc, oui, c'est ça, 3e exportateur mondial de porc,
qui exportaient beaucoup en Asie, en particulier au Japon et en Chine, ont depuis quelques semaines plus vraiment la possibilité, alors notamment à cause de la guerre en Ukraine, mais peut-être pour d'autres raisons aussi, plus la possibilité d'exporter autant. Et donc tous ces projets de nouveaux bâtiments ont été mis en stand-by. Et il semble avoir un transfert vers plutôt du reconditionnement de bâtiments existants qui était pas la norme jusqu'à il y a une quinzaine de jours. Donc, ayez ça à l'esprit. Alors, c'est des situations un peu géopolitiques qui peuvent se retourner rapidement, mais en tout cas, c'est ça l'actualité du moment. Alors, j'en parle parce que c'est un peu amusant, puis c'est une spécificité canadienne. Au Canada, il y a un certain nombre de communautés religieuses, dont une qui s'appelle les Utérites, qui sont des gens qui ont un mode de vie qui ressemble à celui des Ménonites ou des Amish, qui sont peut-être des communautés que vous connaissez mieux, et qui ont alors qui sont situés au Manitoba et qui ont pas mal qui font pas mal d'élevage de porcs et qui peuvent représenter un certain nombre d'opportunités pour les gens qui veulent proposer notamment du matériel ou des solutions dans ce secteur d'activité. Typiquement, les élevages de porcs sont divisés en 3 types de bâtiments: maternité, pouponnière et fournisseurs, et finisseurs, pardon. Engraissement chez nous, oui. Oui. Et en fait, ce qu'il faut noter, c'est par exemple au Québec, les gros acteurs, donc on parle de Holy May, Maple Leaf Foods, iLife, vont sous-traiter et garantir un certain prix de rachat à des éleveurs. Donc ils vont sous-traiter à des éleveurs ces différentes étapes. Et la raison pour laquelle ils font ça, c'est pour se donner accès à des terres agricoles pour pouvoir gérer l'épandage du lisier et le traitement du lisier. Et donc en fait, ces gros acteurs typiquement continuent de maîtriser l'aspect génétique et l'aspect alimentation. Donc ils fournissent les truies, enfin en tout cas ils fournissent une partie des porcelets. Ils fournissent généralement l'alimentation, ils financent une partie ou tous les bâtiments et ils garantissent un prix de rachat aux éleveurs. Et encore une fois, ils font ça pour se donner accès à de la terre agricole pour de l'épandage. Donc c'est une des spécificités du marché. Le bien-être animal, c'est clairement une priorité de l'industrie du moment. C'est lié un peu à une pression sociétale, enfin beaucoup à une pression sociétale. C'est lié aussi à des mesures gouvernementales. Par contre, et clairement, même si le programme était assez ambitieux de dire que d'ici 2025, tous les élevages auraient pris cette dimension en compte, la réalité est toujours un peu différente au Canada, où il est toujours difficile de mettre en place des mesures contraignantes dans toutes les industries, hein, c'est vrai, si des mesures équivalentes ne sont pas mises en place aux États-Unis, parce que sinon il y a un coût de mise en place qui est élevé et qui rend les industriels canadiens moins compétitifs par rapport aux industriels américains. Et vu qu'on est juste à côté et que on risque vraiment de se tirer une balle dans le pied en faisant ça. Donc souvent, il y a des mesures réglementaires qui sont mises en place, qui sont assez ambitieuses, mais qui finissent toujours par être un peu décalées dans le temps. Donc les choses finissent par se faire, mais jamais aussi rapidement que ce qui est annoncé politiquement. Des questions, commentaires sur le domaine du porc? Là, pour l'instant, je n'en vois pas non plus. Je reviens juste une seconde sur l'enjeu du lisier, parce que c'est un vrai enjeu, puis je crois que vous avez des enjeux probablement assez similaires en Bretagne. Donc retenez que au Québec, c'est compliqué.
Et ça vient de la nature des sols qui sont naturellement très élevés en phosphate, donc difficulté d'ajouter du lisier supplémentaire. En Ontario, on se retrouve dans une situation où il y a à peu près un équilibre entre les besoins pour les terres et ce qui est produit. Et puis au Manitoba, où là, à l'opposé, on se retrouve quasiment avec un manque de lisier. Je précise une chose, c'est que c'est pas parce qu'il y a un excédent dans une zone du Canada et un manque dans une autre zone qu'il n'y aura jamais, a priori, alors déjà parce qu'en coût de logistique, ça serait énorme, mais aussi parce que politiquement, ça ne serait pas du tout accepté et acceptable que l'on transfère du lisier du Québec pour l'amener en Ontario, au Manitoba. Ça, je pense qu'on ne le verra jamais. L'aviculture, donc l'aviculture, un sujet intéressant puisque ça fait partie de ces secteurs qui sont sous gestion de l'offre, hein, donc que ce soit le poulet de chair ou les œufs de consommation ou les œufs d'incubation pour poulet de chair sont tous soumis à la gestion de l'offre, donc ont tous des prix de rachat garantis, ce qui leur donne quand même une certaine visibilité et permet à ces secteurs d'investir et de continuer à se développer avec une certaine visibilité financière. Là encore, hein, l'élevage de poulets est concentré sur le Québec et l'Ontario à peu près à 60%, et idem pour les œufs d'incubation. Caprins et ovins, alors pour être très honnête et très transparent, c'est un secteur que je connais pas peu ou voire pas du tout. C'est un tout petit secteur au Canada. Une information intéressante, c'est qu'en fait, la viande de chèvre était historiquement pas consommée au Canada. Par contre, le Canada est un pays qui se bâtit beaucoup sur l'immigration. Et donc, en fait, il y a une demande forte aujourd'hui de viande de chèvre. Donc, c'est une industrie qui va se développer. Hein, c'est beaucoup tiré par notamment l'immigration indienne, maghrébine, de gens qui mangent historiquement de la viande de chèvre. Donc, aujourd'hui, on a une demande qui est 2 fois supérieure à la production. Donc, généralement, ces gaps se comblent assez rapidement. Donc, j'imagine que c'est un secteur qui va se développer assez rapidement. Mais encore une fois, parce que c'est des secteurs qui sont assez confidentiels, je connais un petit peu. Oui, et puis en Bretagne, c'est pareil, hein, la production est très faible, donc on va passer là-dessus, on va pas s'attarder sur ce sujet-là. Donc j'anticipe qu'il n'y aura pas de questions sur cette slide. Je n'en vois pas. Alors l'aquaculture qui est un sujet intéressant au Canada. Donc, comme vous le savez peut-être, le Canada est le pays au monde avec la plus grande ligne côtière. Alors, ça inclut toute la partie nord du Canada avec l'Arctique. Donc là, on ne peut pas faire grand-chose. Mais par contre, que ça soit dans l'ouest canadien ou l'est canadien, donc Colombie-Britannique ou les différentes provinces maritimes à l'est, l'aquaculture est un vrai sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est quand même que 64% de l'activité d'aquaculture est concentrée en Colombie-Britannique, et qu'une grosse partie, et j'ai un graphe juste après, je vais vous le montrer, mais vous voyez ici en bleu-gris, c'est le poids de la production de saumon en aquaculture par rapport aux autres productions au Canada. Donc le saumon a une place extrêmement importante. Donc en gros, il y a 2 types de saumon, le saumon de l'Atlantique et le Chinook, qui est le saumon du Pacifique. Alors, peut-être une petite anecdote qui est intéressante, et peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont des solutions, des briques de solutions pour ça. Mais donc,
dans l'Ouest canadien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la Colombie-Britannique a plutôt un climat océanique, donc les eaux du Pacifique sont un peu plus chaudes que les eaux de l'Atlantique. Et dans les eaux de l'Atlantique, où on commence à faire de l'aquaculture de saumon, il se pose une problématique, c'est que lorsqu'il y fait très froid en hiver, l'eau en surface peut descendre facilement à -4, -5 degrés. Et donc, en fait, les saumons plongent vers le fond des filets et arrêtent de se nourrir. Et donc, on se retrouve avec des pertes importantes de saumons qui ne se nourrissent plus et qui finissent et qui meurent, en fait. Parce qu'ils ne se nourrissent pas quand ils vont en profondeur. Ils se mettent en sorte un peu d'hibernation, je ne sais pas comment le meilleur terme. Et donc, en fait, il faut qu'ils anticipent un petit peu pour surnourrir les saumons lorsqu'on anticipe une vague de froid et leur permettre de tenir pendant ça. Donc, c'est ce qui limite un peu parfois les cultures de saumon dans la partie atlantique, c'est la gestion du froid qui est une vraie problématique qu'on n'imagine peut-être pas forcément lorsqu'on est en Bretagne. Ça, c'est sûr. Donc voilà, ben ça c'est le graphe que je vous ai déjà présenté, mais donc je reviens là un petit peu. Hein, donc on parle de saumon, on parle aussi truite et omble chevalier, donc ça bien entendu c'est de l'aquaculture qui est faite dans les autres provinces qui ne sont pas les provinces maritimes. Et puis en termes de produits de la mer, c'est moules, huîtres et palourdes. Des questions, des commentaires sur l'aquaculture? Il y avait quelques participants, il me semble, qui étaient dans ce domaine-là, mais Okay. Je ne vois pas de... Alors, je quitte maintenant le monde animal pour me tourner vers le monde végétal et les céréales en particulier. Donc, encore une fois, hein, je reviens un peu sur ce que je disais au tout début, une forte segmentation géographique d'une province à l'autre avec des typologies de cultures et de champs qui sont très différentes. Donc, 4 provinces qui dominent la culture céréalière, donc les prairies, donc encore une fois Saskatchewan et Manitoba, l'Ontario et le Québec. Si on veut faire simple et si on veut regarder des choses que vous connaissez en Europe, en gros, la façon dont les champs sont organisés au Manitoba et au Saskatchewan, c'est comparable à ce que vous pourrez retrouver en Russie et en Ukraine. En Ontario, on retrouve des typologies de champs qui sont comparables à ce qu'on retrouve au UK. Pardon. Et puis, au Québec, on retrouve des champs qui ont une typologie un peu de ce que vous pourrez retrouver en France. La taille des champs, on parle de champs qui font à peu près 4000 acres en moyenne, alors dans les prairies, et avec des champs beaucoup plus petits au Québec et en Ontario, où là en Ontario on est de 600 à 1200 acres, et au Québec 30 à 60 acres. Alors, vous voyez, on a une moyenne de 4000 acres dans les prairies, et les plus gros champs au Québec font 1000 acres. Donc vous voyez que c'est quand même des approches et des problématiques qui sont rapidement très différentes. Alors, par contre, il y a un point commun, c'est que peu importe où est le champ et peu importe la taille de ces champs, il y a généralement une façon de gérer le risque climatique en particulier, qui est d'avoir des champs qui sont, pour une même exploitation, des champs qui sont à 20-30 km les uns des autres pour minimiser le risque climatique, le risque de grêle notamment. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve, et si par exemple vous avez du matériel qui a besoin d'aller d'un champ à l'autre, du matériel roulant, là, c'est une des réalités, c'est qu'il va falloir que votre matériel aille sur la route pour 20 à 30 km pour pouvoir aller d'un champ à l'autre. Donc ça fait partie des choses qu'il faut avoir à l'esprit. Je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure avec cette notion de far from market et in market. Donc,
typiquement à l'Est, Québec et Ontario, vous retrouvez avec de l'agriculture mixte et avec de la protéine végétale qui a vocation à être transformée en feed, donc pour produire de la protéine animale. À l'ouest, par contre, on se retrouve plutôt avec des grandes cultures céréalières qui ont vocation à être mises dans l'alimentation humaine. Oui, c'est ça. Alors, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais vous le savez peut-être, au Canada, les OGM, les OGM sont permis, mais je reviendrai un peu plus en détail sur cette partie-là. Alors, quels sont les challenges auxquels font face les producteurs céréaliers en ce moment? Alors déjà, il y a une première problématique, c'est qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à obtenir du matériel et des équipements. Tous les équipements qui ont été commandés au mois d'octobre sont a priori aujourd'hui pas encore livrés ou très peu livrés. Donc il y a une difficulté d'accès à l'équipement. Il y a des prix des intrants qui ont explosé. En gros, les fertiliseurs, on dit en français, j'ai un doute. Fertilisants ont doublé, les herbicides ont augmenté de 25%, et donc on se retrouve avec des ratios risques extrêmement importants entre préparation de la culture et récolte. Donc il y a des vrais sujets en ce moment sur tout ce qui est gestion du risque, financement. C'est une vraie problématique pour les céréaliers canadiens. Et sur l'optimisation justement de l'usage de ces engrais, comme vous l'indiquez un petit peu plus bas dans votre... Oui, tout à fait. Alors, ils ont mis un plan qu'ils appellent les 4 R. Hein. Alors, c'est en anglais, mais donc c'est utiliser le bon fertilisant au bon endroit, au bon moment et dans les bonnes quantités. Et donc, arrêter les gaspillages et optimiser ça. Donc, ces crises économiques ont toujours un peu je dirais peut-être l'avantage de forcer les gens à faire plus attention et à repenser un peu leur façon de travailler et du coup d'optimiser. Et peut-être que d'une certaine manière, c'est un peu plus sustainable. Donc voilà. En termes d'opportunités, alors tous les coûts des intrants sont montés, mais la contrepartie de ça, c'est que le prix, alors j'appelle des commodités, hein, donc des céréales, par contre, a pour sa part explosé. Le Canada, aujourd'hui, est dans une situation avec ce qui se passe en Russie et en Ukraine, ils vont avoir une demande énorme pour leurs produits céréaliers. Donc, les prix des commodités, plutôt très importants. Donc, ce sont les intrants ou c'est tout ce qui va être utilisé sur les cultures également, ou pas? Alors, tout ce qui est utilisé sur les cultures augmente en prix, mais tout ce qui va être vendu va aussi monter en prix. Donc, les marges vont être pas mal maintenues, sauf qu'il va falloir, pour eux, c'est l'enjeu des agriculteurs, de toute façon, c'est de tenir ou de financer la partie culture avant la partie récolte. Alors, quelque chose qui est intéressant, c'est sur la façon dont les grandes cultures utilisent leurs équipements, et je pense notamment à tout ce qui est tracteur, enfin tout ce qui est gros équipements. En fait, le parti pris, typiquement, est de maximiser l'utilisation de ces équipements en disant... Même si ça a été prévu pour faire 2000 acres par an, 2000 acres an, je vais l'utiliser à 3500. Je sais que mon équipement va être foutu au bout de 2 ans. Et en fait, ils rachètent du matériel neuf tous les 2 ans. Typiquement, c'est la façon dont ça fonctionne. Donc, surutilisation du matériel, mais des taux de renouvellement assez élevés. Et en général, le matériel est la propriété des exploitants ou ce sont des
Les machines louées, ça n'existe Oui, pas. alors, il y en a un peu, mais c'est plutôt la propriété des exploitants. Peut-être un sujet intéressant, c'est l'approche de la labour. Alors, et ça vient vraiment aussi encore une fois, à la fois du climat et puis de la structure des sols. Donc, on se retrouve avec une labour ou pas de labour du tout, hein, sur une grosse partie des cultures, et en particulier dans les prairies. Donc, typiquement dans les prairies, on manque d'eau lorsqu'il arrive l'été, alors que sur l'Est canadien, pardon, et au Québec en particulier, il y a plutôt besoin de faire du drainage. Donc on se retrouve sur des problématiques vraiment différentes d'une province à l'autre. Mais en tout cas, sachez qu'il y a aujourd'hui de moins en moins de labour qui est fait dans le but de préserver l'humidité dans les sols, dans les prairies. Le développement durable, alors ça, c'est aussi un autre vrai sujet, c'est qu'il y a des gros enjeux autour des crédits carbone que les agriculteurs peuvent revendre aux sociétés agroalimentaires. Donc les grosses sociétés agroalimentaires du type General Mills, Nestlé et autres ont besoin de racheter des crédits carbone parce qu'eux-mêmes sont consommateurs et ils les rachètent souvent auprès de leurs fournisseurs céréaliers. Donc il y a un vrai sujet là. Et un des gros sujets, bien entendu, de mesurer et de valoriser les progrès qui sont faits. Parce qu'en fait, c'est comment est-ce que quels sont les efforts faits, excusez-moi, quels sont les efforts faits par les agriculteurs pour limiter leur rejet? Et en fait, il faut mesurer ces améliorations pour pouvoir les valoriser et pour pouvoir les revendre notamment à l'industrie agroalimentaire. Donc c'est un vrai enjeu pour eux et aujourd'hui c'est pas encore très bien fait cette mesure et valorisation des crédits carbone. Donc, je vous avais dit que j'y reviendrai, mais donc à noter qu'au Canada, il y a plusieurs cultures qui sont génétiquement modifiées dans des proportions qui sont quand même assez importantes, hein. Le canola, 95% de la production de canola est génétiquement modifiée, 85% de la production de soja est génétiquement modifiée et quasiment 100% de la production de maïs est génétiquement modifiée. Et puis, ils ont commencé à faire depuis 2017 un peu de pommes de terre génétiquement modifiées. Ça reste confidentiel à hauteur de 20 hectares, mais en tout cas, ça commence et on va dans cette direction. Le discours officiel des autorités canadiennes est de dire que ces céréales génétiquement modifiées vont surtout être utilisées pour du feed, donc pour l'alimentation animale. Sauf qu'en réalité, on en retrouve aussi beaucoup dans l'alimentation humaine. Donc ça, je sais que ça peut peut-être surprendre parce que je crois qu'en France, c'est plus du tout autorisé, hein, les OGM. Mais en tout cas, sachez qu'au Canada, ça fait partie complètement prenante du secteur. Est-ce que sur le sujet des grandes cultures céréalières, il y a des commentaires, questions? J'imagine qu'on doit voir apparaître aussi beaucoup de nouvelles technologies, l'IoT au service justement des producteurs de céréales pour mesurer justement l'irrigation, mesurer pas mal de paramètres sur des surfaces aussi grandes. Ouais. Oui, effectivement. Alors, il y a une société notamment au Canada qui s'appelle Farmers Edge, qui est extrêmement bien implantée dans le secteur, qui fait en fait un système, c'est une solution logicielle qui récupère un tas de données qui sont mises sur les différentes exploitations
Alors, ça peut être des données météo, ça peut être par exemple des sondes qui sont mises dans les sols pour mesurer le taux d'humidité du sol. Et donc, en fait, c'est des gens qui s'associent facilement avec n'importe quel type de société en agritech qui peuvent apporter de la donnée supplémentaire. Et eux, en fait, derrière, ils ont une sorte de tableau de bord qui mettent à disposition des agriculteurs et qui permettent de suivre tous les paramètres de la culture. Donc, effectivement, plus ils sont capables de mettre en place d'IoT, plus ils sont capables de trouver de l'info, mieux ils sont capables de piloter les cultures. Donc, effectivement, c'est un vrai gros sujet. Et puis, vu la taille des sols, bien entendu, il commence à avoir du développement de technologies par drone, de surveillance aérienne, parce que c'est pas évident d'aller d'aller regarder ce qui se passe au milieu d'un champ de 4000 acres. Donc, effectivement, ce sont des vrais sujets en ce moment. L'horticulture, à peu près 15 000 fermes horticoles au Canada. Alors, horticulture, fruits et légumes, je parlerai de l'horticulture ornementale après. À peu près 120 variétés de fruits et légumes, 405 000 hectares. Et juste, j'ai mis cet exemple parce que c'est moi je trouve ça assez amusant, mais le Québec est la troisième géographie administrative en Amérique du Nord pour la production de fraises, derrière la Floride et la Californie. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose auquel on s'attend naturellement, mais en tout cas, sachez que le Québec est très bien placé sur la culture de fraises. Et j'ai lu ça pour dire que malgré le fait que les hivers sont longs et froids, l'horticulture de fruits et légumes est un vrai secteur d'activité au Canada. Alors, ce qui est encore plus un gros secteur d'activité, c'est la sériculture, qu'on retrouve sur 3 provinces avec des typologies assez différentes. Donc, la Colombie-Britannique, qui représente à peu près 19% des surfaces, des volumes produits sous serre, l'Ontario 65% et le Québec une dizaine de pourcents. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est avec des typologies de serre qui sont assez différentes. Donc, en Colombie-Britannique, on a essentiellement de la serre en verre. En Ontario, on a essentiellement de la serre en plastique. Et puis au Québec, on a un mixte entre les deux. Et plus tous les tunnels en champ qui permettent de démarrer les cultures un peu plus tôt à cause du froid. Donc il y a un gros marché aussi du petit tunnel en champ. Sur l'Ontario, par exemple, en fait, les serres sont extrêmement concentrées dans le sud-ouest de la province, autour d'une ville qui s'appelle Leamington, où il y avait avant, en fait, historiquement, une des plus grosses usines de Heinz pour produire du ketchup, ce qui fait qu'il y a eu historiquement plein de serres à tomates qui ont été développées à cet endroit-là. Donc Heinz a fermé, mais ça a été repris par des acteurs canadiens. Et donc les serres sont toujours là et bien présentes. Et c'est une grosse culture. La tomate, je crois que je l'ai écrit ici, oui, la tomate, c'est la principale culture en serre au Canada, suivie du concombre, poivron, laitue, aubergine. C'est un secteur en pleine croissance. Hein, la surface cultivée a augmenté de 21% autour des 5 dernières années et de 48% sur les 10 dernières années. Donc là aussi, hein, on est sur des secteurs, comme vous le savez, et en particulier au Canada, où quand l'hiver il fait moins 40 dehors et qu'il ne fait pas toujours très ensoleillé, les technologies à la fois d'optimisation du chauffage, optimisation de l'éclairage, etc., sont primordiales pour avoir des coûts d'exploitation qui sont acceptables. L'horticulture ornementale, c'est un gros sujet. Gardez à l'esprit que les Canadiens sont un peu anglais dans leur façon de gérer leur jardin.
Il y a beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie qui est mis pour maintenir son herbe, son parterre de fleurs, etc. Donc ça fait vraiment partie de la culture canadienne d'avoir des beaux jardins avec des beaux gazons, des belles plantes aussi. En France aussi, depuis la crise Covid et les confinements, les magasins justement type jardinerie se développent et justement les ventes de plants, de fleurs et tout le matériel qui va avec explosent. D'accord. Il y a ici, hein, et bon, ça fait longtemps que je n'ai pas vécu en France, mais il y a ici un nombre de sociétés le nom en français de landscaping, donc je ne sais plus le mot en français, enfin landscaping, donc les gens qui s'occupent des jardins, qui font les tontes de pelouse, qui viennent mettre les engrais, etc. Il y a un nombre paysagistes ou paysagistes, merci. Il y a un nombre incroyable de paysagistes, de sociétés paysagistes au Canada. C'est juste incroyable. Ah oui. Je fais une petite parenthèse sur le cannabis parce qu'en fait, comme vous le savez peut-être, ça a été légalisé en octobre 2018 au Canada. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'exploitations qui ont eu des permis pour produire du cannabis, à la fois en serre et en champ. Mais donc on a aujourd'hui cette industrie qui est en assez fort développement. Et donc, comme je disais tout à l'heure, au début, ils ont démarré avec uniquement de la culture de cannabis sous serre. Ils ont donné maintenant un certain nombre de permis pour l'ouverture, pour la culture en champ, ce qui a des impacts forts hein, sur les coûts de production, puisqu'en serre, on parle de dollars du gramme en serre contre 0,25 dollars du gramme en champ. Ah oui, et c'est au détriment d'autres cultures ou ce sont des nouvelles parcelles qui ont été non, ça c'est plutôt des. Alors, non, c'est plutôt des nouvelles parcelles qui ont été développées. Honnête, je dis ça en réalité. Honnêtement, je ne sais pas très bien. Je sais pas très bien si certains ont reconverti leur serre existante vers du cannabis. Je sais pas, je veux pas dire de bêtises, Isabelle. Je sais pas très bien si c'est des gens qui faisaient autre chose avant. Et après, on voit aussi tous les produits dérivés qui se vendent de plus en plus dans des magasins spécialisés. Ah oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que la distribution se fait dans des magasins qui sont gérés par les monopoles provinciaux. Donc, c'est des magasins d'État qui vendent les produits de cannabis. Bon, là, on en a déjà un peu parlé, hein, mais sur les enjeux de compétitivité pour les serres entre les coûts de fabrication et les coûts d'exploitation qui sont bien entendu élevés. Je reviens là-dessus, j'en ai un petit peu parlé en introduction, mais j'en reparle parce que j'en ai pas du tout parlé au moment où j'ai parlé des céréales, mais le gros enjeu qu'il y a autour de la main-d'œuvre. Et c'est très vrai dans les serres, c'est très vrai dans les champs, c'est un peu vrai dans les cultures céréalières. Donc en fait, il manque cruellement de main-d'œuvre. Il y a un besoin d'automatisation qui est énorme. Et donc le Canada avait mis en place ce qu'on appelle des programmes pour les travailleurs étrangers qui venaient principalement de la zone Caraïbe, donc beaucoup du Mexique, beaucoup de Jamaïque, et qui viennent pour travailler pendant la saison, la saison en tout cas des cultures, qui viennent pour travailler au Canada avec ils sont assez bien protégés avec des salaires minimum garantis, du logement, de la nourriture, etc., etc. Mais le Covid a empêché tous ces gens de venir puisqu'ils ne pouvaient pas obtenir de permis de travail parce qu'ils n'étaient pas vaccinés à temps, etc. Donc là, en fait, le secteur a énormément souffert et clairement, ça a fait ressortir que pour les Canadiens, cette dépendance à la main-d'œuvre était pas acceptable.
Et donc, il y a vraiment aujourd'hui les gens se tournent vraiment au maximum vers l'automatisation. Ça devient vraiment un besoin, que ça soit en culture de champ ou en culture de serre. Je vous raconte une petite anecdote qui est assez drôle, mais quand j'étais allé visiter des serres plastiques en Ontario, ils faisaient essentiellement de la tomate. Il y avait 95% des gens qui travaillaient dans les serres étaient des Mexicains. Et puis, une petite dizaine d'années après, je vais visiter une culture de pommes. Là, il n'y avait que des Jamaïcains. Et donc, je dis au propriétaire, je dis, ah, tiens, c'est amusant parce que j'ai remarqué que dans les serres, c'est plutôt des Mexicains, alors que là, pour les pommes, vous avez surtout des Jamaïcains. Et il me dit, mais ça fait combien de temps que tu n'es pas allé à Leamington? Je lui dis, oh, ben, ça doit faire entre une petite dizaine d'années. Il me dit, ben, si tu retournes, tu vas t'apercevoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus que des Jamaïcains aussi. Et il me dit, et tu sais pourquoi? Je dis, ben non. Il me dit, c'est parce que les Jamaïcains, en moyenne, font 25 à 30 cm de plus que les Mexicains. Et donc, la productivité pour le ramassage en hauteur est augmentée d'autant. Où les Mexicains avaient besoin d'un petit escabeau, les Jamaïcains n'en ont pas besoin. Et donc, la productivité devient énorme. Donc, bon, je vous le raconte comme anecdote, mais ça m'a fait pas mal sourire. Et c'est même pas lié au coût de main-d'œuvre, enfin au Non, salaire. parce que ça, c'est régi par le programme mis en place par le gouvernement canadien. Donc, c'est uniquement lié à la productivité. Et juste à la taille moyenne des gens. Alors, on retrouve des Mexicains qui sont grands et des Jamaïcains qui sont petits, mais en moyenne, les Jamaïcains sont plus grands et ça a vraiment favorisé le choix de Jamaïcains plutôt que de Mexicains. Alors, je reviens de manière un peu transverse sur le sujet animal. Alors, pardon, avant de passer à ça, est-ce qu'il y a peut-être des questions sur le secteur de horticole, sériculture? Alors peut-être que mon outil Teams ne fonctionne pas, mais je n'ai toujours pas de questions. Donc, où les gens sont très timides, où je suis très complet, ce que j'ai un peu du mal à croire. Donc, le bien-être animal, je voulais en reparler, en faire un Il y sujet a à part entière. qui lève la main. Ah. Julie, vous aviez une question peut-être? Alors je vais activer le son. Donc là, j'ai activé le micro. Oui, bonjour. J'ai posé 2 questions depuis le début du meeting, mais a priori, vous ne les visualisez pas? Non, je viens juste de voir là votre intervention. Ok. Ah, je suis désolée, Julie. Il n'y a pas de souci. J'en avais une sur le bien-être animal, donc ça va venir. Notamment sur le système de classification des élevages, savoir si le système canadien était corrélé avec le système américain. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de système GAP au Canada ou pas, pour classifier le bien-être animal? Alors, je ne suis pas familier avec cette notion de système GAP. C'est une classification de quel type entre les différents types d'animaux? Non, en fait, le système GAP, c'est le Global Animal Partnership qui permet de classifier les élevages entre le niveau 1 et niveau 5, je crois, aux États-Unis, en tout cas sur de l'élevage avicole. D'accord. Et donc, quoi qui veut dire que, en fonction de la classification, le bien-être animal est plus ou moins respecté? Exactement, oui. D'accord. Alors non, pas à ma connaissance en tout cas, j'ai rien lu là-dessus. Pourtant, j'ai pas mal étudié le sujet du bien-être animal avec un de nos clients et je crois, non, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Donc a priori, la réponse est non, il n'y a pas de corrélation avec le GAP américain. Ok, donc les standards bien-être animal, élevage avicole au Canada se font sur quel référentiel en fait? Alors, en fait, il y a
pas encore vraiment de référentiel bien établi parce que il y a aujourd'hui une volonté de faire respecter le bien-être, enfin de mettre en place des programmes de bien-être animal, et donc il y a des choses qui se mettent en place, mais on est encore très loin d'être à maturité sur ce sujet. Ok. Donc j'ai pas connaissance de référentiel et de classification existante. Ok. Mais encore une fois, je suis pas expert sur le sujet non plus, donc je pourrais vous revenir là-dessus, je regarderai, je vous reviendrai là-dessus. Ok. Merci. Et vous aviez une deuxième question, allez-y pendant que vous y êtes. Oui, la première question, c'était quand vous aviez évoqué justement les élevages avicoles, savoir s'il y avait beaucoup d'export de volailles depuis le Canada vers autres pays, ou si c'était essentiellement de la consommation locale. Alors sur le secteur avicole, on a surtout de la consommation locale. Ok. Ok, merci. Et du coup, merci à vous. Merci, Julie. Du coup, est-ce que tu vois le chat maintenant, Isabelle? Est-ce que tu vois peut-être d'autres questions? Je vois bien le chat, mais en effet, en dehors des questions de Julie, je n'en vois pas d'autres. Ok, très bien. D'accord, donc pour continuer sur le bien-être animal, donc aujourd'hui, et je me répète un peu, mais donc c'est avant tout une volonté politique poussée par une pression sociétale, en fait poussée eux-mêmes par l'agroalimentaire, hein, qui annonce que, alors je crois que c'est écrit ici, il y a les plus gros magasins alimentaires, donc les équivalents de Carrefour, Leclerc, hein, qui sont ici Loblaw, Métro, IGA, ont annoncé que toute la viande de porc qui serait vendue dans leurs magasins serait issue de fermes qui n'étaient pas détruites en cage individuelle pendant les gestations. Donc il y a une forte pression, il y a beaucoup d'effets d'annonce autour de ça, mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ce plan d'excellence, même si la réglementation était supposée entrer en vigueur cette année, ça a été décalé avec le Covid, et on parle plutôt maintenant de 2025-2030. Donc j'imagine, et Julie, pour continuer à répondre à votre question, que d'ici là, il y aura des classifications qui seront faites, parce qu'à mon avis, ça a du sens, effectivement, à un moment donné, de voir où en sont les différentes sociétés dans leur, enfin les différentes exploitations dans leur évolution, mais on est encore assez en amont et pas très mature sur ce sujet. Alors là, je vous ai mis Et au quelques... niveau de la grande distribution, justement, est-ce que c'est très marketé ou c'est pas encore Ça commence à ça, l'être. ça se voit vraiment, ils arrivent à proposer trois gammes de viande en fonction justement de, euh, par exemple, garantie sans OGM et autres, mais Oui, alors on commence à avoir pas mal de garanties sans antibiotiques issues de l'élevage biologique. Ça, effectivement, on, on, on commence. Ça fait quand même déjà quelques temps qu'on le voit, mais ce qu'on voit par contre maintenant de manière quasi systématique, c'est que pour chaque produit alimentaire conventionnel, il y a un équivalent biologique. d'accord. C'est Et le quasi bio systématique. prend aussi un petit peu d'ampleur, d'importance par rapport on va dire, des labels. Enfin, il y a le standard, Oui, on va dire, il y a le label et les gammes bio. C'est une oui, alors tendance il y a un label, il y a un label canadien bio, hein, pour l'alimentaire, ça clairement. Ce qu'on voit dans la grande distribution alimentaire, c'est que, comme je disais, il y a systématiquement dans chaque catégorie, à côté des produits conventionnels, il y a un produit biologique. Il y a certaines grandes surfaces alimentaires qui, en plus, ont des rayons qui sont dédiés aux produits biologiques. Et puis, ce qu'on
qu'on voit déjà depuis quelques années, mais qui vraiment se développe à vitesse grand V, c'est des enseignes qui sont dédiées aux produits biologiques qui se développent. Alors, on a toujours eu Whole Food qui a existé, mais qui était par exemple pas du tout présent au Québec, qui était un peu développé au Canada, mais c'était quand même considéré comme un magasin de luxe quasiment, hein, pour l'alimentaire. Tout était très très cher. Donc avec le rachat d'Amazon, ils sont un peu en train de se démocratiser un peu plus. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'on voit des chaînes comme Avril, alors qu'il n'y a rien à voir avec Avril en France, mais qui a le même nom, mais il y a la chaîne Avril au Québec qui est en train de se développer, qui ouvre 4 à 5 nouveaux points de vente par an et qui, eux, se positionnent uniquement sur des produits biologiques. Donc c'est effectivement un vrai sujet. D'accord, merci. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que l'agriculture était une compétence mixte entre le fédéral et le provincial. Donc là, je vous ai mis un certain nombre de programmes d'investissement. Alors, j'ai surtout mis des programmes d'investissement sur des investissements à la ferme. Donc, il y a des programmes qui ont été mis en place. Donc, pour le poulet, il y a par exemple une enveloppe de 347 millions, pour les œufs d'incubation, 87 millions, etc. Donc, ça, encore une fois, c'est souvent des fonds qui viennent du gouvernement fédéral. Vous voyez, de la même façon, il y a des programmes d'investissement pour les fermes laitières, auquel il reste à peu près un an, où là, il y avait une enveloppe de 250 millions qui a été mise en place, avec pour objectif la mise au niveau des équipements, l'amélioration de la productivité, l'amélioration de l'efficacité. Quand on parle d'efficacité, on parle aussi notamment d'efficacité, enfin en particulier d'efficacité énergétique. Au Canada, l'énergie n'a jamais été très chère, mais là, ça commence à devenir un sujet. Donc, l'efficacité énergétique, les rejets sont des choses qui commencent à être regardées de près. Mais il y a encore un gros potentiel là-dedans parce que on est encore loin d'être à maturité sur ces sujets-là. Très loin. D'accord. Ok, on va peut-être avancer Oui. sur les certifications et homologations, en effet, parce que je pense que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de participants, beaucoup d'entreprises. Oui. Alors, il y a des certifications et homologations pour plein de choses. Et malgré la ECG qui... Pardon? Ah oui, j'avais une question de Bastien. Il nous demande les prix à la hausse des containers sont-ils un frein à l'import de produits européens? Forcément un petit peu. On parle de quel type de produit? Je veux dire, on parle de produits alimentaires ou on parle d'équipements? Bastien, je ne sais pas si vous souhaitez avoir le micro. Équipement de manutention. Donc, du tracteur, machine agricole. Okay. Alors, bien entendu que le transport, la logistique a un peu d'impact. Ceci étant dit, le Canada importe beaucoup de son matériel et de ses équipements des États-Unis, d'Asie et donc en fait beaucoup d'Europe, beaucoup d'Allemagne. Donc en fait, vous vous retrouvez avec des prix de transport qui augmentent, mais qui augmentent pour tout le monde. Donc je ne pense pas que ça soit un facteur disqualifiant aujourd'hui. Si vous êtes sur un produit, vous êtes en concurrence frontale avec un produit qui est fabriqué au Canada, possiblement pas possiblement, l'impact sera un peu plus fort. Mais vu qu'il y a quand même beaucoup d'importations sur ces sujets-là, finalement, pas trop. Ok, merci Yann. Donc sur le sujet des certifications et homologations, donc c'est ça, il y a des certifications et homologations sur plein de sujets.
plein de choses malgré la ECG. Donc j'ai parlé un petit peu du matériel roulant agricole versus, enfin le matériel qui va sur les routes versus le matériel agricole. Donc c'est du matériel qui vont sur les routes où c'est relativement complexe. Sur le feed, alors le feed animal est au moins autant, si ce n'est plus réglementé que la nourriture humaine. L'alimentation humaine. Donc là, il y a un organisme qui s'appelle Santé Canada, auprès duquel il faut faire approuver ces produits. J'ai travaillé là, il n'y a pas très longtemps avec une société française qui fait des bolus pour l'industrie laitière, qui sont considérés en France comme des suppléments alimentaires, qui sont ici considérés comme des médicaments vétérinaires. Donc vous pouvez imaginer qu'en termes d'approche, de certification et de réglementation, c'est beaucoup plus complexe, avec des process qui sont, enfin des process d'autorisation qui sont plus longs à obtenir, beaucoup d'informations à fournir. Donc il reste quand même pas mal de sortes de freins à l'importation qui sont liés aux homologations et certifications. Donc ça se fait, mais il faut l'intégrer dans son plan de développement au Canada, savoir que c'est des sujets qui vont prendre un peu de temps. Okay. Alors peut-être rapidement là-dessus, c'est plus de l'information stratégique, d'accès au marché, mais simplement quelques points. Je ne vais pas passer à travers tout parce que je vois que l'heure est bien avancée, mais quelques points sur lesquels je veux insister. Premièrement, c'est jamais au Canada, il ne faut surtout pas faire un copier-coller de votre offre française. Il faut absolument faire l'effort de canadianiser, je ne crois pas que ça soit un mot, mais de canadianiser votre offre en tenant compte, et en particulier dans le secteur agricole, de la réalité, de l'organisation du marché, de la typologie des fermes, etc. Donc c'est vraiment important que vous adaptiez votre communication, votre offre. Il faut absolument la simplifier. En France, on aime bien avoir des choses qui sont complexes, parfois surcomplexes, où lorsqu'on présente une solution, on a 1 million d'options, 1 million de façons de présenter les choses. Simplifiez au maximum, faites une offre qui soit simple, et puis une fois que vous aurez l'attention de votre interlocuteur, une fois que vous aurez mis le pied dans la porte, là, vous pouvez déployer tout ce qui va autour de votre offre, tout ce qui peut être un peu plus complexe, à plus forte valeur ajoutée. Mais en tout cas, c'est important d'avoir un discours simple. L'autre chose, c'est qu'il faut absolument rentrer par l'innovation. On se retrouve sur un marché qui a quand même une certaine maturité. Il y a quelques sujets dont on a parlé, notamment sur le bien-être animal, sur l'optimisation énergétique, où il reste pas mal de choses à faire, mais on est quand même en moyenne sur un marché qui est très mature, avec pas mal d'acteurs internationaux qui sont présents. Donc pour rentrer, il faut rentrer à tout prix par l'innovation. Si votre objectif c'est de rentrer par le prix, c'est à mon avis peine perdue. Sauf à ce que vous sachiez que vous êtes 30% moins cher que tout le monde, auquel cas là ça peut avoir un vrai intérêt. La perception de l'offre européenne est très bonne dans le secteur agricole. Tous les exploitations savent que typiquement, sur plein de sujets, l'Europe est en avance, notamment à cause de contraintes réglementaires qui ont été mises en place en Europe avant d'être mises en place, déjà mises en place au Canada, ce qui a obligé les gens à être un peu plus créatifs. Donc, il y a clairement une reconnaissance de l'offre européenne, et l'offre européenne a des a priori très positifs. Donc c'est perçu comme à la pointe de l'innovation, c'est perçu comme très qualitatif, mais c'est aussi perçu comme cher. Donc il va falloir savoir expliquer pourquoi vos produits sont plus chers. Simplement, par exemple, sur la précision dans l'ensemencement, on a rapporté qu'aux États-Unis, en Amérique du Nord, en tout cas, les équipements
nord-américains sont à peu près à 4 livres par acre d'ensemencement, alors que pour un résultat équivalent avec des technologies européennes, on peut être à 2,5. Donc quasiment moitié besoin de graines grâce aux technologies utilisées. Donc ça, c'est des choses qui résonnent bien auprès des agriculteurs. Donc tenez-en compte et c'est là-dessus qu'il faut insister. Je vous donne un exemple. Quelqu'un m'a cité ça en me disant que lorsque Claus sont arrivés au Canada il y a une dizaine d'années, tout le monde était extrêmement surpris, agréablement surpris par la qualité des produits, mais ils ont été aussi très surpris par le prix. Et donc, ça n'a pas été, malgré l'avantage d'innovation, ça n'a pas été une explosion tout de suite du marché pour eux parce que le prix restait un frein quand même. En termes de stratégie d'implantation, je pense que c'est important pour toute entreprise de faire une analyse du marché avant de se lancer, de bien comprendre dans les détails ce que j'ai couvert rapidement aujourd'hui, hein, comment est-ce que c'est segmenté, comment est-ce que c'est organisé, qui sont les distributeurs, comment est-ce que lorsqu'on a une solution plus complexe, est-ce qu'on travaille avec un distributeur, un intégrateur, avec les exploitants. Donc il faut vraiment, pour réussir, bien comprendre l'organisation du marché, d'autant plus que l'organisation est différente d'une province à l'autre, d'un secteur à l'autre. Donc cette segmentation va être, comprendre la segmentation, ça va être clé dans la réussite du développement. Un des sujets qui est vraiment important, c'est de comprendre, intégrer l'écosystème. On parle ici de faire du réseautage, mais c'est vraiment un sujet extrêmement important. C'est si vous êtes sérieux et que vous voulez vous développer ici, il faut intégrer des associations, il faut participer à des événements. Et même si vous avez un distributeur et que votre distributeur fait une partie de cet exercice, c'est de votre devoir en tant que manufacturier ou en tant que fournisseur de solutions de vous aussi venir participer, sentir le marché, rencontrer des gens. C'est comme ça qu'on fait du business au Canada, c'est en faisant du réseautage et en se développant. Je vous livre une information rapide parce que je sais que ça peut être un vrai sujet pour tous ceux d'entre vous qui vendent de l'équipement. C'est qu'il existe des solutions au Canada de financement par les banques de vente à tempérament. Donc je le redéfinis parce que juste pour être sûr que c'est la même terme en France. Alors je sais qu'en France, certaines banques le proposent. Mais la vente à tempérament telle qu'elle est définie ici par les banques canadiennes, c'est que vous vendez votre équipement à un agriculteur, mais en réalité, c'est la banque qui vous paye au moment de la livraison de l'équipement. C'est l'agriculteur qui jouit du bien, mais l'agriculteur doit rembourser le banquier et non pas vous. Donc, ce qui permet en fait au banquier d'avoir une solution de financement, ce qui vous permet vous d'être payé tout de suite. Donc c'est un système qui fonctionne assez bien. Et c'est le propriétaire de l'équipement qui doit porter ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous passez par un importateur-distributeur qui rachète votre équipement avant de le revendre à un agriculteur, c'est lui qui doit faire la démarche auprès de la banque pour cette vente à tempérament. Si c'est vous qui vendez depuis la France, vous allez être dans l'obligation de créer une filiale au Canada parce que les banques canadiennes ne financeront pas des structures non canadiennes. Vous aurez l'obligation de créer une filiale au Canada pour pouvoir bénéficier de ces ventes à tempérament. Juste un dernier point sur le point 4 qui est à mon avis important en termes de stratégie entre distribution, création de filiales et croissance externe. Il y a du bon dans les trois. Ça dépend beaucoup des produits que vous vendez. Ça dépend vraiment beaucoup de comment vous les vendez, du support dont il y a besoin. Si c'est des solutions technologiques et vous avez besoin d'un support local, parfois c'est bien d'avoir un distributeur, mais c'est bien aussi d'avoir une filiale locale. Et puis, ne négligez pas aussi la croissance externe, qui est quand même un accélérateur vraiment intéressant sur une démarche de croissance au Canada. Bon, là, vous pourrez retrouver quelques associations et salons, je ne m'attarderai pas là-dessus. Donc voilà, écoutez, j'ai été long. J'espère avoir
était à peu près intéressant. Et écoutez, je me tiens encore à votre disposition là, pour plusieurs minutes pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Yann, merci à vous tous qui avez participé à ce webinaire. C'était très intéressant Yann, je pense qu'on a vraiment réussi à couvrir tous les différentes filières, tous les différents secteurs. Bien sûr, si toutefois par la suite vous aviez d'autres questions ou d'autres souhaits pour un accompagnement très spécifique sur ce pays, donc Yann se tient à votre disposition bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Juste le mois prochain, le mardi 26, comme ce sont les mardis de la CUN, le mardi 26 avril, nous avons le Sénégal à l'honneur. Voilà, donc encore merci à tous. Sur ce, je vous quitte. Je vérifie encore une dernière fois qu'il n'y a pas de questions. Il y a des chats qui rentrent. Oui. Voilà. Les participants vous remercient. Oui, je vois maintenant le chat. D'accord. Merci. Très bien. À la prochaine. À bientôt, Yann. Eh bien, bonne fin de journée à tous. Merci encore. Je vais aller manger. Au revoir. Au revoir.